Et si nous avons demandé chaque de nous là dans salle là, quand on dit insécurité, qu'est-ce que ça sous-entend pour lui? Ça veut dire pour lui quand on parle de insécurité. Donc l'insécurité désigne un état de vulnérabilité ou un sentiment subjectif de menace dans lequel un individu, une communauté ou une nation se sent exposé à un danger potentiel ou réel, compromettant son bien-être, sa stabilité ou sa sûreté. Donc l'insécurité qu'on a en Haïti ne menace pas seulement les individus, mais c'est une insécurité qui menace le pays tout entier. Maintenant, le sentiment, tout le monde ressent le sentiment d'insécurité en Haïti. Généralement, les experts vous disent que l'insécurité, c'est un sentiment. C'est une façon de se sentir et de ressentir. Mais l'insécurité qu'on a en Haïti, cette insécurité est, je ne dis pas qu'elle est, je dirais de préférence que cette insécurité est visible, par exemple, cette insécurité est concrète, elle est là, on la voit, on la ressent, on la vit, l'insécurité qu'on a en Haïti. Donc, cette insécurité nous menace particulièrement, et cette insécurité menace aussi nos proches, et cette insécurité menace nos biens. Et là, j'ai mis une référence pour les étudiants. Donc, on associe généralement insécurité et violence. Donc, il y a Monier qui nous dit que l'insécurité ne se limite pas uniquement aux actes criminels, elle inclut aussi la perception de ne pas être protégé face à l'avenir ou face aux perturbations de son environnement. L'insécurité, pour Monier, ce n'est pas seulement des actes criminels qui constituent l'insécurité. Mais quand un parent se sent incertain par rapport à l'avenir de son enfant, quand un jeune se sent incertain par rapport à son avenir, c'est une insécurité qui se retrouve à la fois dans le corps et aussi une insécurité qui se ressent et qui se vit également au niveau, je dirais, de l'affect. Donc l'insécurité, c'est le caractère de ce qui n'est pas en sécurité. Ça, c'est une définition assez classique. Et caractère de ce qui n'est pas en sécurité. Ce qui n'est pas en sécurité se sent dans l'insécurité. Une définition, je dirais, pour des élèves de secondaire. En ce qui, c'est le cas de ce qui est exposé au danger. Et cette définition, on la retrouve dans le dictionnaire du Centre national de ressources textuelles et lexicales. J'ai mis des références. C'est surtout pour les étudiants ou bien les professeurs, les chercheurs, etc., qui ne sont pas dans le domaine et qui voudraient aller approfondir. Haïti, une insécurité au-delà de la criminalité. Donc, je ne sais pas si généralement vous entendez parler à la radio, certains experts, certains politiques, certains responsables d'organisations et même certains hauts cadres de la police nationale qui réduisent la résolution de l'insécurité à uniquement un assaut qui serait lancé sur les grandes armées. Lancer un assaut sur les grandes armées et tuer tous les chefs de gang, tuer tous les membres des gangs. Pour eux, la résolution de l'insécurité passerait uniquement par là. Donc, réduire l'insécurité en Haïti à la seule violence des gangs serait une énorme erreur. Parce que l'insécurité qu'on a en Haïti reflète une crise profonde de l'État, héritée de l'histoire coloniale et des inégalités persistantes qu'on a en Haïti. Je voudrais rapidement dire qu'il y a des questions historiques qui ne sont pas résolues. Et jusqu'à aujourd'hui en Haïti, nous avons des contentieux historiques qui ne sont pas résolus. Regardez la manière dont les alliés ont été assassinés. Est-ce que cette énigme est résolue? Je ne sais pas. Pour les historiens, est-ce que c'est résolu? Et
regardons la question de la dette de l'indépendance, on dit double, on dit triple dette, cela dépend de la posture de la personne. Est-ce que c'est résolu? Est-ce que la question de la forme de l'État en Haïti, est-ce que c'est résolu jusqu'à aujourd'hui? Encore des interrogations. Et il y a les inégalités sociales, l'exclusion qui persiste en Haïti. On ne va pas parler de classe en Haïti parce que ce n'est pas, ce n'est pas là le débat. Bon, moi je ne suis pas historienne, je ne vais pas rentrer dans cette voie-là. Mais si on prend la question d'exclusion, d'inégalité, de la mauvaise répartition des richesses en Haïti, ce sont des problèmes sérieux en Haïti. L'analphabétisme, des gens qui n'ont pas accès à l'éducation jusqu'à aujourd'hui, ce sont vraiment des problèmes sérieux en Haïti. Et ça va, pour les gens qui font la chimie, c'est d'accord que c'est une sédimentation pour nous qui fait chimie. C'est une sédimentation de problèmes, des couches superposées, et on est arrivé aujourd'hui à un moment où la couche est tellement épaisse et c'est difficile de percer pour une perceuse d'aller au bout de ces couches. Aujourd'hui, la majorité de Port-au-Prince, la majorité de la capitale et une partie du centre et de l'Artibonite sont sous le contrôle des groupes armés. Et nous avons vu que ces groupes armés remplissent des rôles sociaux, des rôles économiques et des rôles politiques. Et ils sont aussi souvent en lien avec des acteurs puissants du pays. Donc ce n'est pas un simple problème. Ce ne sont pas que des groupes armés qui sont là et des gangs qui là et puis qui là, qui ont fait ça, nous connaissons, ça nous chaque jour. Ce que vous voyez, ce n'est pas uniquement ça. Sanoya, c'est la partie visible de l'iceberg. Ce que vous ne voyez pas, ce que l'œil ne peut pas voir, est plus profond. Et malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps pour développer, mais quand on dit que les gangs remplissent des rôles sociaux, moi je ne vais pas citer le nom parce que je ne vais pas donner d'audience à des chefs de gang, c'est pour ça que je ne vais pas citer le nom, mais on a remarqué des chefs de gang qui prennent la place du ministère des Affaires sociales, par exemple, en venant au secours des démunis, n'est-ce pas? Des chefs de gang qui réunissent des enfants et qui jouent le rôle de libères. On voit des chefs de gang au niveau de certains quartiers qui s'arrangent à organiser la sécurité dans la zone et en jouant le rôle du ministère de l'Intérieur, du ministre de la Justice et dans une certaine mesure du ministère de la Défense. Donc c'est de ça que l'on parle. Donc des gangs, des chefs de gang des gangs qui se proclament partis politiques, qui se réclament d'être des partis politiques et qui prennent des positions politiques, qui interviennent, qui interfèrent dans la politique. Et ce qui est pire, c'est que ces chefs de gang-là s'érigent en de vrais acteurs. C'est ce qui est pire. Ils s'érigent en de vrais acteurs. Et s'ériger en un vrai acteur, je pèse mon mot quand je dis acteur. Acteur suppose que c'est quelqu'un qui est en position de s'interférer, non seulement de s'interférer dans le jeu, mais aussi c'est quelqu'un qui est en position de pouvoir agir, interagir et même changer le cours des choses. C'est de ça que je parle là. Quand on parle de gang armé en Haïti, il ne faut pas voir seulement les gens qui sont en train de kidnapper. C'est plus que ça. Donc, l'insécurité en Haïti aujourd'hui est une expérience de survie. Le mot est fort. Oui. L'insécurité aujourd'hui est une expérience de survie en Haïti. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que nous vivons l'insécurité dans nos veines, dans notre tête.
Nous vivons l'insécurité chez nous, dans la rue, à l'école, à l'université, à l'hôpital. Nous vivons l'insécurité chez le voisin, à l'église. Si vous vous rappelez la dernière fois, il y a un pasteur qui a été tué à l'intérieur de son église. Il y a un type, pas trop longtemps, qui a été tué en venant à l'église. Il a été tué sur la route de Dieu. Partout, nous portons avec nous l'insécurité. Donc, le mot insécurité circule dans les médias, les journalistes, s'il vous plaît, dans les rapports d'ONG, les discours politiques. Pourtant, derrière ce terme se cache bien plus, comme je viens de le dire, une simple question de criminalité ou de violence urbaine. Aujourd'hui, l'insécurité devient une condition de vie, une expérience collective. Cette expérience collective, c'est une expérience d'abandon. Nous nous sentons abandonnés par l'État. Nous nous sentons abandonnés par ceux qui sont censés nous protéger. C'est ça qu'on vit comme, je dirais, ressenti. C'est ce qu'on vit. Et nous sommes constamment dans une situation de peur, d'épuisement. Et nous sommes dans une situation où nous sommes en train de vivre dans le silence. Ou bien dans la fuite. Merci. Dans le silence ou bien dans la fuite. Le silence. Merci parce que nous ne pouvons pas. Nous avons peur de parler. Quand nous parlons de certains sujets. Nous regardons est-ce que la personne qui est en face de nous ne serait pas un éventuel membre de gang. Si on ne connaît pas vraiment une personne, on a peur de parler devant elle de n'importe quelle manière par rapport à l'insécurité. Et ou bien nous vivons cette insécurité dans la fuite. Nous laissons chez nous, nous laissons nos activités pour fuir. Et nous sommes en train de vivre cette insécurité dans notre coin. Donc, vous avez pu voir que cette insécurité ne se mesure pas uniquement au nombre de balles tirées, mais c'est une insécurité qui se vit également et en l'air. Nous voyons partir nos rêves, nous voyons nos quartiers vidés, nous voyons des familles déchirées, des familles éparpillées et surtout une jeunesse désespérée. Donc, nous avons dit que donc, derrière cette insécurité, nous devons retenir que ce qui se passe, ce qui se cache effectivement derrière cette insécurité, c'est un État failli, un État effondré. Ce sont des institutions qui n'existent que de nom. C'est une population abandonnée. C'est ce qui se cache derrière cette insécurité. Et c'est pourquoi vous voyez que les politiques se donnent tant de mal à réfléchir sur l'insécurité. Parce que réfléchir clairement sur l'insécurité, c'est ne pas prendre parti. C'est ne pas se sentir, je dirais, menacé, ne pas se sentir agressé. Généralement, quand on parle de cette insécurité devant les responsables étatiques, ils se sentent agressés, ils se sentent menacés. C'est à quoi on est en train de leur faire perdre la face. Mais non, ce n'est pas ça. Je pense qu'il faut se dire les choses et il faut se dire les choses avec les mots qu'il faut. Donc, je viens de dire tout à l'heure, un État qui ne protège plus. Je viens de dire également que ce sont des institutions qui sont devenues une peau de chagrin. Donc, et là, je profite rapidement pour faire un point et bien pour poser une question. C'est quoi le rôle de l'État en soi, l'État en général, l'État, cette personne morale? C'est quoi son rôle spécifique? Eh bien, l'État tient son existence ou bien sa capacité je dirais, l'État tient même son existence de sa capacité à pouvoir fournir les services publics aux citoyens. Un État qui n'est plus capable de fournir des services publics aux citoyens, c'est un État qui n'existe pas, tout simplement. Et je disais aussi que il y a derrière cette insécurité une population abandonnée et une jeunesse désemparée. Et j'ai expliqué, je ne vais pas en disant de reprendre parce que je vais partager le slide à
avec l'université. Aujourd'hui, on est dans une situation où ce sont les gangs qui sont aux commandes. Les gangs sont carrément aux commandes aujourd'hui. Donc, si les gangs sont aux commandes aujourd'hui, et les gangs se positionnent comme un acteur puissant, et là, malheureusement, il y a quelqu'un qui n'est pas là, mais j'aimerais bien qu'il soit là à cette séance aujourd'hui. C'était il y a 4 ans, je discutais avec un chercheur étranger, et puis je lui ai dit que je considère les gangs comme un grand acteur en Haïti. Il m'avait dit non, ce n'est pas possible, tu ne peux pas me dire ça, ce n'est pas à toi de me dire ça. Il y a 4 ans. Ce n'est pas à toi de me dire ça. Je lui ai dit oui, les gangs constituent un acteur puissant et important en Haïti. Et les gangs n'avaient pas encore tout ce pouvoir. Et ils n'étaient pas d'accord avec moi. On était en train de faire un papier ensemble et il m'a dit non, il ne faut pas mettre ça parce que je ne suis pas d'accord. Et s'il n'est pas d'accord, comme c'était un truc à deux, j'ai dû désister. Et aujourd'hui, malheureusement, il n'est pas là. Peut-être qu'il allait me donner raison. Donc, il ne s'agit plus d'une criminalité classique où l'on se sent, où l'on sent un sentiment d'insécurité. Ce n'est pas ça, ce n'est plus ça. Donc, il ne s'agit plus d'une criminalité classique. Et parce que dans plusieurs régions, ce sont les gangs qui sont les autorités. Ils imposent leur propre loi, ils contrôlent les déplacements des individus, ils taxent la population et certaines fois ils rendent même la justice à leur manière. Je ne sais pas si vous avez vu une image qui circule en boucle et sur les réseaux sociaux ces dernières semaines où il y a un chef de gang qui est en train de juger un individu et il l'a condamné à mort. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Séance tenante, commissaire. Il l'a condamné séance tenante à mort. Il n'a pas donné au ministère public le temps de rendre sa conclusion, de faire sa conclusion. Voilà. Donc, c'est ça. Maintenant, la question qu'on doit se poser, la montée de ces gangs en Haïti, est-ce que c'est un hasard? Est-ce que nous dormions pour le matin, nous jeunes gangs? Non. Donc la présence des gangs, ce pouvoir des gangs en Haïti, c'est le reflet d'une société en profonde détresse. La société est en détresse. Et voilà, pour les étudiants, j'ai mis des choses, etc. Mais à part les fondements de l'État, il y a la justice à côté. Et la justice est une institution. Oui, la justice, c'est l'institution qui se passait. Et à côté de la justice, il y a la police nationale. Et à côté de la police nationale, bon, il y aurait, j'ai bien dit, il y aurait les forces armées en Haïti. Mais le constat, c'est que la justice est devenue la justice est devenue énormément faible. Et la justice ne peut plus jouer son rôle parce que la justice est instrumentalisée par les plus puissants et la justice aussi est devenue un espace où les gens ou des individus pensent qu'ils peuvent s'enrichir et maintenant les juges, comme je l'ai dit tantôt en résumé, que la population, qu'est-ce qui arrive? Les gens qui n'ont pas d'argent ne peuvent pas avoir accès à la justice. Et la police nationale, comme on le voit, la police nationale n'a jamais assez de moyens et les forces armées qu'on a aujourd'hui, c'est une force armée, on le répète jusqu'à aujourd'hui, c'est une force armée et embryonnaire parce qu'il n'y a pas assez de ressources humaines, il n'y a pas assez de ressources financières et aussi il y a l'international qui empêche à cette force armée de s'épanouir. Donc, le tableau que je viens de brosser là, que je viens de briser là, c'est pas parce que je suis fataliste. Non, c'est un tableau, je dirais, réaliste. Mais la question qu'on doit se poser aussi, pourquoi nous sommes là, pourquoi nous sommes encore debout, pour que ça mon paquet de mon affilié bien frais, pour que ça mon paquet de mon quicheta là, ça veut dire que l'espoir toujours. Pourquoi, en dépit de tout, nous gardons encore l'espoir? Pourquoi, en dépit de tout, nous sommes encore là à réfléchir sur ce qui se passe, en étant plus précisément sur l'insécurité.
C'est justement parce que nous sommes, comme on le dit toujours, nous sommes un peuple résilient. Mais malheureusement, on utilise cette résilience pour nous mettre encore beaucoup plus de poids sur le dos. C'est un pousson pourri qui capote un bulchage, 2 sacs à prendre, qui a mis 3 sacs, puis 10 sacs sous le dos, il a mis le bulchage sous le dos, parce que tout simplement, il connaît que vous éclatez dans une force. Donc c'est parce que nous avons une jeunesse qui est pleine de potentiel, une jeunesse pleine de potentiel, et il y a des voix encore qui peuvent s'élever pour réclamer la paix et la justice en Haïti. Parmi ces voix, vous, parmi ces voix. Mais pour que ces voix soient entendues, il faut repenser en profondeur le rôle de l'État. Il faut redonner confiance dans la justice et surtout remettre l'humain au centre des priorités. Maintenant, la question était, est-ce que nous pensons que dans l'état actuel des choses, il y a un moyen de s'en sortir? Existe-t-il des moyens de s'en sortir? Est-ce qu'il y a des réponses à cette insécurité? Il y a des gens qui ont des réponses. Moi, non. Malheureusement, je n'ai pas de réponse. Et je peux toutefois regarder avec vous, est-ce qu'il y a possibilité d'utiliser des formules? Est-ce qu'il y a possibilité de regarder dans d'autres directions? Est-ce qu'il y a possibilité de voir une petite lumière, même quand ce serait de très loin? Et aujourd'hui, et je dirais même, depuis l'année dernière, les acteurs étatiques, surtout les responsables politiques et aussi certaines organisations de la société civile, commencent à répéter dans leur discours le concept de justice transitionnelle. Ils commencent à utiliser ce concept comme moyen d'adresser le problème de sécurité en Haïti. Maintenant, on va regarder rapidement, quand on parle de justice transitionnelle, qu'est-ce qu'on veut dire? Donc, quand on parle de justice transitionnelle, on ne parle pas seulement de procès ou de loi. On parle surtout de visage, de voix oubliées. On parle de mères qui cherchent leurs enfants disparus. On parle de quartiers ravagés qui veulent retrouver leur visage d'antan. On parle de certains silences pleins de douleur, mais des silences qui veulent avoir encore une fois. C'est de ça que l'on parle quand on parle de justice transitionnelle. C'est une forme de justice qui est née dans et sur les ruines. C'est une justice qu'on réclame après l'horreur. C'est une justice qu'on réclame après l'horreur. C'est une justice qu'on réclame quand il ne reste plus rien de l'État, de l'ordre ou même de la confiance entre les citoyens. Donc, la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on est après l'horreur? Est-ce qu'on est déjà après l'horreur? Est-ce qu'on est après la tempête? Et c'est ça le problème de l'application, même quand je vais encore continuer à vous aider à comprendre ce que c'est que la justice transitionnelle, mais la question de départ, est-ce qu'on est en situation, les politiques, c'est vrai, parle de justice transitionnelle, est-ce qu'on est en situation d'appliquer la justice transitionnelle? Et c'est pour ça que les experts doivent accompagner les politiques qui, certaines fois, répètent des choses sans savoir ce que cela implique. Et c'est ça le rôle de l'université. C'est ça, pas le rôle, mais un des rôles de l'université, c'est ça, c'est aider, accompagner et aider la société à comprendre. Malheureusement, les consultants de ces gens-là ne sont pas souvent des gens qui peuvent aider à comprendre, malheureusement. Bon, la justice transitionnelle, c'est, je dirais, un ensemble de mécanismes judiciaires et non judiciaires. Mécanismes judiciaires et non judiciaires mis en œuvre pour faire face à des violations massives de droits humains lors de périodes de transition politique ou post-conflit. Quand on est en période de transition politique ou de post-conflit, ça veut dire tout simplement que le mal est derrière nous. C'est ce que cela veut dire. Le mal est derrière nous. Alors qu'en Haïti, nous sommes dans une situation où nous nous sommes dit que nous sommes dans une situation de transition, alors que les horreurs continuent. Comment maintenant, je dirais,
comment rentrer dans un processus de justice transitionnelle dans cette situation. C'est une première interrogation. La deuxième chose, c'est que la justice transitionnelle vise à établir la vérité sur les crimes qui ont été commis, alors qu'en Haïti, les crimes continuent d'être commis. Les crimes continuent de se commettre. C'est rendre justice aux victimes. Les victimes, il y en a tous les jours. Au moment où nous parlons, il y a encore des victimes de cette insécurité. C'est garantir la non-répétition des violences. C'est offrir des réparations aux victimes et prendre des mesures pour que les crimes du passé ne se répètent plus. Ça veut dire que la question est encore là. Peut-on aujourd'hui rentrer dans ce processus de justice transitionnelle? Donc, c'est vrai que la justice transitionnelle, c'est un concept assez beau, mais ce n'est pas seulement une formule savante, c'est une formule qui doit être appliquée, ou bien c'est une formule dont la mise en œuvre sur le terrain demande des situations sereines. Et maintenant, je vous avais dit que dans la deuxième partie, j'avais rédigé le slide en créole pour la deuxième partie. J'y vais très vite. C'est justice transitionnelle, je sur trois mots. Trois mots. Vérité, justice, réparation. Il me reste combien? Je vais y arriver. Vérité, justice, réparation. Trois mots. L'homme parlait de justice transitionnelle, il a pour faire établir vérité sur tout ça qui est passé, bailler justice à victime et réparer victime. La justice transitionnelle, victime au centre de ce mécanisme-là. Maintenant, mais à côté réparation, il y a tout des sociétés qui parlaient de réconciliation. Mais en Haïti, il y a pile de monde qui parler de réconciliation. Et bien, réconciliation, il fait partie de justice transitionnelle, qui chita sur vérité, justice, réparation. Et puis, j'aime dire, garantie pour ça que ça n'a pas répété encore. Il y a quelques pays qui arrivaient sur le tête, n'ont utilisé comme justice. Afrique du Sud a utilisé justice transitionnelle pour que qui sorti tête après une période apartheid ou bien apartheid ou apartheid, dépendamment de mon capitaine là, en 1995. Il y a Rwanda, 1994, qui a utilisé justice transitionnelle pour être capable de réconcilier la société avec. Il y a Chili, après la dictature Pinochet, qui a utilisé la justice transitionnelle pour être sorti de tête. Il y a Serbie, qui était salé ex-Yougoslavie, qui a utilisé la justice transitionnelle pour être capable de sortir de tête. La question, est-ce qu'il est possible que Haïti utilise le modèle de justice transitionnelle, je ne dis à là pour que nous sortions tête. Voilà la question à répondre. Et je ne sais pas quoi une réponse. Moi, c'est son débat qui l'ouvre. Je n'ai pas de réponse. Parce que il y a un pile préalable. Un pile préalable qui peut être capable de remplir avant de nous mettre la justice transitionnelle là en place. Maintenant, l'autre question que nous sommes capables de poser, c'est si préalable ça a vu résoudre, est-ce que nous pensons que la justice transitionnelle là n'est pas capable d'appliquer en Haïti? Est-ce qu'on n'a pas capable d'appliquer au modèle ça? Dans ce sens ça, ce que nous sommes capables, c'est que l'université a un gros rôle pour jouer dans la continuer réflexion ça. Parce que je me dit que je n'ai pas de réponse. L'université a un gros rôle pour jouer dans continuer à alimenter la réflexion. La société civile là, il y a un gros rôle pour jouer dans aider à alimenter des débats sous et questions ça. Pour qui ça? Parce que la justice transitionnelle là, nous ne pouvons pas prendre les gens qui existaient au Rwanda, au Chili, Serbie, ou bien, etc., pour nous prendre, nous pensons que nous allons transposer le modèle qui existait à Haïti. Impossible. Impossible pour une simple raison, c'est que Haïti, ça va passer là, c'est un bagage particulier, ça va passer en Haïti. Il ne peut pas répondre à aucune logique de ça passer de l'autre côté. Côté que tu as la guerre, ou bien côté que tu as fait exaction sur la population, c'est pas ça qui est là. Ça nous est là,
c'est un bagage qui propre à nous-mêmes, un phénomène, une situation qui propre à nous-mêmes. Eh bien, pour me finir, je dis que justice transitionnelle là, c'est un pont lié en qui situe un pont qui situe entre les douleurs du passé et l'espoir pour l'avenir. Donc, pour Haïti changer dans sa nuit là, l'argent pas suffit. Tout chef dans yo à tout membre dans yo pas suffit. Il faut qu'il y ait vérité sur ça qui passe. On doit savoir des choses. On doit savoir comment le président Jovenel Moïse est mort. C'est important pour la nation de savoir. Pour nous faire la paix entre nous, la paix avec la paix à la nation, nous devons savoir. Nous avons besoin de savoir, gang armé, pile zam qui n'a qui laisse qui va. Nous connaissons de sorties déjà, on fait d'études, et Small Observer font une étude en 2023, lui encore en 2024, fait une autre étude encore qui montrait que qui boit ça nous sortit. Deux études qui montraient que des amis sortis. Maintenant la question c'est qui monde qui bat nous avons besoin de savoir. Si nous ne connaissons pas, il y a toujours là, il y a toujours continué à apporter la paix. Nous devons savoir. Nous devons savoir aussi, nous savons, il n'y a pas entraîné pour continuer. Il y a des gens qui entraînent. Il y a des gens qui sont dans la police, il y a des gens qui sont anciens l'armée, il y a dans l'armée toujours, dans la police toujours qui servent pour entraîner contre le peuple. Nous avons besoin de savoir. Quand on a l'argent, nous connaissons faire l'argent dans le kidnapping, mais puis on recevoir en pile l'argent qui sortit de l'extérieur, de la diaspora notamment. En pile de l'argent dans le pays. Nous avons besoin de connaître le nom et les noms de ces gens-là. Les gens qui cachent dans des quartiers, dans des zones, quartiers où ils violent les petits le soir. Nous besoin de connaître ça. Parce que nous ne pouvons pas continuer à prendre le droit avec nous le même toujours. Nous avons besoin de savoir. De gens qui ont entretenu tête qui ont famille avec l'argent kidnapping. Maintenant, on parle plus d'argent de l'eau en Haïti, on parle de référence de l'argent kidnapping. Nous besoin de connaître les gens qui continuent à boire sans peuple dans nos vies. Nous besoin de connaître. Nous avons besoin de savoir. Et la justice transitionnelle sert à ça. Êtes-vous prêts? Est-ce qu'on n'a pas peur pour nous pas avoir nos ménages pour parler de ça? Êtes-vous prêts? Donc, la justice transitionnelle en Haïti lie aussi son alternative à la justice traditionnelle que nous regardons là, en justice qui n'est pas capable de souffrir, en justice qui faillit. Eh bien, la justice traditionnelle est là pour venir en forme. Donc, la justice traditionnelle apparaît comme une opportunité pour nous chercher la vérité, pour nous reconnaître victimes, rétablir nos droits, pour nous rétablir la paix sociale. Si Haïti t'a voulu, si Haïti t'a voulu construire une justice transitionnelle, il faut qu'il construise propre modèle de justice transitionnelle. Nous ne pouvons pas disposer d'un modèle. Pour ça, encore une fois, l'université, s'il vous plaît, ou bien pour jouer un rôle. Et en passant, je précise que gagner un groupe de chercheurs qui a réalisé une étude là sur la justice transitionnelle que fait partie de l'IE pour nous capables de garder et encore pour nous chercher un élément de réponse à la question ça, est-ce qu'il y a possibilité pour nous établir une forme de justice traditionnelle qui est propre à Haïti pour nous capables d'adresser ces questions après la tempête. Parce que la justice traditionnelle là, il doit adapter à la réalité, pas nous, pour capable aider nous construire en Haïti qui ne pas reposer sur la paresse et l'impunité, mais en Haïti qui repose sur dignité, sous mémoire et solidarité. Merci en pile de vous. Merci beaucoup. Je vous demande d'applaudir encore une fois. Mais en réalité, nous avons, avec dignité, salué les témoins.